Allez, c'est parti. On commence. Le procès de Cédric Jubilard. On va lire le thread de notre bien-aimée Juliette Compion, qu'on avait hâte de retrouver après le procès de Mazan, de Dominique Pellicot, et le procès, le Squarneck. Elle a aussi couvert le Squarneck. On remercie Juliette Compion, un maximum de GG, de j'aime, de tout ce que vous voulez. J'arrête de vous lire. Je réacte. Je lis et je réacte parce que sinon on va jamais y arriver. Allez, c'est parti. Albi. Lundi 22 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui, premier jour du procès de Cédric Jubilard devant... Attendez avant, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est... De toute façon, sinon vous me l'auriez dit avant. Ma voix, c'est bon, c'est ok. Juliette, ça met des Juliettes avec des cœurs. Juliette, on t'aime. Vraiment, merci Juliette. En plus, c'est la force mentale d'être dans les procès et tout là, et de tout écrire, truc machin, vraiment, bravo. Allez, du coup, donc Cédric Jubilard qui est devant la cour d'assises du Tarn pour le meurtre de son épouse Delphine Jubilard, née à Ossaguel. L'audience commence à 9h, mais l'affluence est déjà considérable. Le public est nombreux. Les tout premiers sont arrivés dès 5h du matin pour espérer avoir une place dans la salle principale, censée contenir 40 personnes du public. Ok, donc, ok. Que 40 personnes, putain, on dirait qu'il y en a plus. Hein. Mais pour aujourd'hui, seulement 10 personnes pourront rentrer, car il faut faire de la place aux jurés. Il y a 35 jurés. Ils sont 35 présélectionnés et seuls 6 seront retenus pour siéger. Ah ok, en plus de la présidente, Hélène Ratineau, retenez ce nom parce qu'on va l'entendre, je pense, très souvent pendant ce procès. Hélène Ratineau et 2 magistrates assesseurs. De ma courte mémoire de journaliste, ça c'est Juliette qui parle, je ne me souviens pas avoir vu autant de médias le jour d'une ouverture de procès. Les caméras et les micros sont partout, c'est ça que j'avais vu. Posté jusqu'à la statue du navigateur La Pérouse en face du tribunal. Donc c'est une statue qui est en face du tribunal. Navigateur La Pérouse, si vous connaissez, moi je ne connais pas. Voilà, c'est un peu comme Badinter, n'est-ce pas? J'ai rêvé de ce moment. Tu le vis actuellement. Allez, on continue. Au total, près de 300 journalistes sont accrédités. C'est énorme. 300 journalistes sont accrédités. Les titres nationaux sont tous là. Et la presse locale est particulièrement représentée. Tu m'étonnes, petite ville, petite histoire, une petite ville tranquille, une histoire de fou, évidemment. 40 places sont réservées à la presse en salle d'audience et 40 en salle de retransmission selon un système de tirage au sort. Ok. En comparaison au premier jour du procès des viols de Mazan, ah ok, on reparle de Pellicot, ok, 30 journalistes étaient accrédités pour monter à 160 au cours du procès. Non mais c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire qu'au début du procès de Gisèle Pellicot, il n'y avait que 30 journalistes qui avaient été accrédités, qui avaient demandé à être accrédités, je suppose. Et c'est monté jusqu'à 160 pendant le procès. Mais là, pendant le procès aujourd'hui de Jubilard, il y en a 300 qui ont été accrédités. C'est pour ça que j'avais vu passer l'info, comme quoi il n'y avait jamais eu autant de journalistes. Mais c'est fou, quoi. Après, c'est une histoire quand même dingue. Hein. Et pour celui de Nordal le Landais, jugé début 2022 pour le meurtre de la petite Maëlys, 250 journalistes étaient accrédités au premier jour. Donc, donc en fait, en termes de statistiques, ça bat, entre guillemets, Mazan et le procès de Nordal le Landais. C'est fou. Hein. Après, en fait, tout le mystère qu'il y a autour, c'est normal. Une présidente, tant mieux. Je ne l'ai pas dit, voilà. J'ai pas réagi, mais vous avez réagi pour moi. Je suis content que ce soit la présidente aussi. Cédric Jubilard est arrivé il y a quelques instants par une porte située sur la droite du tribunal d'Albi. Il est rentré très vite, se cachant le visage par une veste noire. Le peintre plaquiste est incarcéré en détention provisoire depuis juin 2021, donc ça fait 4 ans. Dans ce procès, sans aveu officiel, sans preuve matérielle irréfutable et surtout sans corps, quels sont les indices graves et concordants qui pèsent contre lui ? Ok, donc là, elle met le lien de 2 articles, si vous voulez, je vous les mettrai en description sur YouTube. Ok, donc Juliette est entrée dans la petite salle d'audience principale du tribunal judiciaire d'Albi en passant devant une nuée de caméras. Je suis assise au fond, à droite, du même côté que le box vitré où l'accusé de 38 ans va prendre place. Dans quelques instants, la famille de Delphine Jubilard est assise à gauche. Sur les rangs de devant, il y a notamment ses 2 frères Sébastien et Mathieu. Ok, donc Delphine avait 2 frères, ok, je savais pas.
La sœur de Delphine, Stéphanie, vient d'arriver. Elle discute avec des avocats côté partie civile. Elle porte un tour de cou rouge pour ne pas être sollicitée par les médias. C'est elle qui a la garde des 2 enfants du couple jubilaire qui ont 6 et 11 ans. Waouh, putain. Déjà, ta sœur, elle disparaît. En plus, t'as la garde de ses enfants. Franchement, c'est un drame familial immense. La cour d'assises du Tarn a 4 semaines pour se prononcer sur le sort de Cédric Jubilard, jugé pour meurtre par conjoint. Face aux gendarmes et aux 2 juges d'instruction, il a toujours clamé son innocence. On va voir si peut-être il va nous faire une Dominique Pellico et il va dire je suis un violeur et il va tout avouer, hein, qui sait. La cour d'assises du Tarn a 4 semaines, donc ça on l'a lu, mais son ancien voisin de cellule et 2 ex-compagnes ont affirmé ces dernières années qu'il s'était confié sur le meurtre de son épouse. Ces propos rapportés n'ont toutefois jamais permis de retrouver le corps de la disparue. La mère de l'accusé, Nadine Jubilard, donc la mère de Cédric, figure également sur le banc des parties civiles. Cette femme aux cheveux courts, blonds, s'est confiée à la Dépêche du Midi en août dernier, en affirmant vouloir aider à trouver la vérité pour ses petits-enfants. Je suis ravie de l'entendre, que même la maman de l'accusé souhaite la vérité, parce que elle pourrait se dire c'est déjà le de mon fils et vouloir le protéger coûte que coûte. Mais ce qu'il faut, ce qu'il faut protéger, non, même pas. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est la vérité, quelle qu'elle soit. Je doute qu'il avoue quoi que ce soit, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il avouera rien car il n'y a pas de preuves. Franchement, c'est dur. Personnellement, là je vous parle personnellement, je pense que ça doit être tellement dur si jamais t'as commis un acte pareil et d'être aussi sous le... c'est un procès médiatique, hein, on ne va pas se le cacher, d'être sous le feu des projecteurs. T'as tes enfants, leur maman a disparu. Avoir cette pression, ce poids, je sais pas si un être humain normalement constitué peut le supporter. Quelqu'un qui est un psychopathe, par exemple, un vrai psychopathe, enfin un psychopathe voilà, qui a un problème psy, même dans la chimie de son cerveau, il n'a pas d'empathie, rien du tout, bah peut-être, mais franchement, si t'es normalement constitué, porter ce poids, pour moi, c'est inhumain, quoi. L'audience est ouverte. Cédric Jubilard est entré dans son box au tout dernier moment, entouré de 4 policiers, crâne dégarni. Le trentenaire est vêtu d'une veste de jogging bleu marine et bleu clair. Il reste debout le temps de décliner son identité. Jubilard Cédric, né le 14 septembre 1987 à Béziers. Quelle était votre profession avant votre incarcération, lui demande la présidente. Peintre en bâtiment plaquiste, répond l'accusé d'une voix claire, avec un léger accent occitan. Je vais pas vous faire l'accent. L'accusé se rassoit et semble assez nerveux dans le box. Ses jambes tressaillent. Il n'est pas immobile. Devant lui sont assis ses 2 avocats, Alexandre Martin et Emmanuel Franck. Retenez le nom de ces avocats parce qu'on va aussi beaucoup les entendre pendant ce mois. La présidente vient de procéder au tirage au sort des jurés. C'est un moment de grande solennité. 4 hommes et 2 femmes ont été retenus. La parité n'est pas respectée. 4 hommes et 2 femmes. Ils ont, à vue d'œil, entre 40 et 70 ans. La défense en a récusé 3 et l'avocat général 2. 4 jurés suppléants ont également été tirés au sort pour remplacer le cas échéant celui ou ceux des 6 jurés qui se retrouveraient empêchés de suivre les débats, précise la présidente Hélène Ratineau. L'ensemble des 10 jurés viennent de prêter serment. Désormais, ils et elles vont mettre leur vie personnelle entre parenthèses pour assister chaque jour au débat. Et au total, 18 journées d'audience sont prévues. Le verdict est attendu le 17 octobre. Ma consoeur, Elisabeth de Pourquerie, dessinatrice de presse pour France Télévisions, vient de réaliser les premiers croquis de Cédric Jubilard dans son box. Est-ce que vous avez envie de les regarder, les croquis? Je peux vous les montrer si vous voulez. Attendez, hop. Voilà, c'est un croquis de sa collègue, Madame Pourquerie. J'ai oublié son prénom. Elisabeth de Pourquerie. Pardon. Sorry, j'ai du mal avec les noms, pardon. Ah mince, du coup, ça m'a tout décalé. Ok. Mais il me semble que même... Bon, c'est bien qu'il y ait des croquis. Ils me font toujours des croquis comme ça dans les procès médiatiques. Mais il me semble qu'il y avait des photos aussi. Hein. Et peut-être qu'ils les montreront après. Ok. Le bâtonnier procède à l'appel des témoins qui vont être cités ces prochaines semaines. Ils sont une grosse soixantaine. 60 témoins? Il y a 60 témoins? Bon, après, entre les experts, les voisins, les trucs, ouais, si, non, en vrai, c'est bon. Mais de toute façon, oui, c'est pour ça que ça dure un mois, quoi. Oui.
Les photos ne sont pas autorisées pendant la tenue du procès. Oui, mais il me semble que j'avais vu des photos. Mais c'est très bien qu'il y ait des dessinatrices qui fassent. Moi, j'aime beaucoup les croquis parce que ça reste, en fait, ça reste dans le temps. Et enfin, je me rappelle quand j'avais fait une vidéo sur le mouvement Ni pute ni soumise et j'avais trouvé des croquis et tout. Je me disais, je sais pas, j'aime bien le fait qu'il y ait, je sais pas, il y a une certaine, c'est pas une certaine aura, mais il y a une certaine tradition. J'aimerais bien qu'elle perdure, quoi. Oui, sur la dépêche. La photo, on ira regarder si elle l'a pas mis, on ira regarder. Du coup, ils sont une soixantaine de témoins. Quelques témoins sont présents aujourd'hui dans la salle. La présidente leur demande de quitter les lieux car ils ne peuvent pas assister au débat avant leur déposition. L'un d'eux, ami ou ancien ami de l'accusé, demande à se constituer partie civile, ce qui surprend la présidente. Celle-ci l'invite à se rapprocher d'un avocat. Pauline Rongier, l'avocate qui représente 2 amis de Delphine Jubilard, a cité Hélène Romano, psychologue spécialiste des violences conjugales. La défense s'oppose à sa venue, estimant qu'elle n'a pas à s'exprimer sur un dossier qui ne la concerne pas directement. Okay. Le bâtonnier vient d'appeler les parties civiles, une à une, qui lèvent la main chacune leur tour. Il s'agit de la famille maternelle, de Delphine et de ses amis. Ces deux parents sont décédés. Ok, donc les parents de Delphine Jubilard sont décédés. Tu vois, ça, je savais pas. Le détail qui n'en est pas un. Cédric Jubilard porterait son alliance, selon notre dessinatrice de presse. Je sais pas quoi penser de ça. Il porte son alliance, je sais pas quoi penser de ça. Très honnêtement, je sais pas si c'est un move. Je sais pas quoi je sais pas quoi penser de ça. Parce que dans la probabilité, vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, la fine probabilité où effectivement il est innocent, c'est symbolique, quoi. C'est très symbolique. Mais dans l'énorme probabilité où c'est lui qui a fait, c'est un move chelou, comme tu le dis, effectivement. C'est un move chelou. Surtout qu'en plus, attendez, encore plus chelou, c'est ça aussi, là c'est en train de monter, la moutarde. Il a eu une compagne après, hein. Ah oui, il est vite passé à autre chose, le monsieur, sachant que sa femme a disparu. On lui en veut pas, hein, d'être passé à autre chose. Mais de porter son alliance, du coup, ça rend le move bizarre. Parce que t'as une compagne maintenant. Stratégie. Je sais pas, les amis. Je me demande s'il portait son alliance quand il était avec ses petits amis. Exactement. Bah, moi, je trouve ça maladroit. L'alliance, c'est un truc de pervers qu'il fait pour genre... Il est triste de la mort de sa femme. Ça me paraît un peu... S'il est innocent, son attitude ne cadre pas. Ben, s'il est innocent, qu'il porte son alliance, c'est pas tellement surprenant. Enfin, c'est symbolique. Je suis à sa place, moi, ouais, l'alliance, je la garde, quoi. Après, je sais pertinemment que, sachant que je suis accusée, le fait que je la porte, ça va faire jaser, ça va faire parler, et ça va peut-être être mal perçu et être perçu comme quelque chose de maladroit. C'est malsain. Franchement, moi, je le vois un peu en bizarre. En bizarre. Mais après, bon, écoutez. Comme elle dit, c'est un détail qui n'en est pas un. Du coup, l'avocat de Séverine, l'ex-compagne de Cédric, annonce qu'elle souhaite se constituer partie civile. Ah, mais Séverine, c'est Judith, parce que moi, quand j'ai fait la vidéo, je parlais d'une Judith, mais c'était un nom d'emprunt. Donc c'est la Séverine, ou alors il avait eu 2 compagnes, il me semble. Alors c'est l'autre peut-être, parce que si je pense pas qu'elle ait donné un nom fictif pour derrière donner son vrai nom au procès, je pense pas. Donc il doit y avoir Séverine et Judith Astérix, c'est pas elle. Est-ce que des recherches ont été menées avec le témoignage de son ex-copine qui dit il n'a pas intérêt, il y a quelque chose au-dessus? Oh alors là, je sais pas du tout. Peut-être qu'ils en parlent après, je sais pas. Là on est au tout début, hein. Là c'est le début de la journée, ils ont à peine commencé. Je parlais de son attitude après la disparition de sa femme jusqu'au procès, ça cadre pas avec sa tristesse. Effectivement, enfin, c'est cette image d'homme complètement insensible au fait que sa femme est disparue qui lui a collé à la peau et qui a fait de lui un coupable, entre guillemets, idéal. Et j'en parle dans la vidéo que j'ai faite là, sur YouTube. Je le dis, c'est vrai que c'est pas logique et c'est pas et ça peut paraître même malsain.
Mais il y a aussi la possibilité que c'est sa manière de réagir face à quelque chose de traumatisant. Mais même les enquêteurs, ils l'ont dit, hein, il n'a pas eu les étapes normales quand un mari perd sa femme disparaît, t'es dans le déni, le choc, la colère. Il n'y a pas eu toutes ces étapes, alors que c'est des étapes qui sont humaines. L'autre, c'est Jennifer. J'avais lu Judith, moi. Ou Jennifer, c'est son vrai nom. Je sais pas si elle veut qu'on le dise après. Hein. Ne pas la porter ça aurait parlé aussi. Non, franchement, non. Moi, le fait qu'il ne porte pas son alliance, j'aurais même pas pensé à regarder si oui ou non il portait son alliance, sachant qu'il a eu 2 compagnes après la disparition de sa femme. Donc, je me pose même pas la question. C'est pas quelque chose que je vais regarder. Ça aurait pas du tout parlé pour moi, personnellement. Hein. Peut-être d'autres, oui, mais par contre, le fait de la porter, pour moi, c'est quand même un peu, voilà, soit stratégique parce que voilà. Soit symbolique parce qu'elle lui manque. Et que c'est le procès où il est accusé de son meurtre. Sa femme a disparu, donc pas de divorce et pas de corps, donc légalement il est toujours marié à Delphine. Oh, tu vois, ça, je me suis posé la question. Mais ok, donc il est toujours considéré comme le mari de Delphine. Jennifer, c'est celle qui aurait avoué au parloir et mimé le geste. Ok, donc moi je l'ai appelée Judith dans ma vidéo sur YouTube. Mais elle a fait son coming out de nom ou pas? Parce que sinon, on est en train de révéler son identité. Je pense pas que ce soit très bien, quoi. Parce qu'elle doit, après, elle doit avoir peur. Lui, il sait qui elle est, mais on sait jamais. Ces hommes me dégoûtent. On n'est plus à l'abri avec ces fadas. Bah, les amis, en fait, moi, ce que j'ai envie de mettre en lumière pendant ce procès, et j'espère que je vais réussir à le faire, c'est de vous faire rentrer dans votre tête, qu'il soit coupable ou innocent, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une femme qui a disparu et que si elle a été tuée, et elle est probablement morte actuellement, les personnes de qui vous devez le plus vous méfier, ce ne sont pas les inconnus, mais les personnes qui partagent votre vie. Donc il faut que vous les choisissiez très bien. Très très bien, et que vous soyez toujours en alerte, même si vous avez bien choisi, s'il y a un truc qui switch, un truc qui change, un manque de respect. Alors, regardez en plus ce que j'ai sorti. Je l'ai sorti spécialement pour ça, pour aujourd'hui. Le violentomètre. Le violentomètre. On va voir ce qui s'est passé dans leur couple, etc., parce qu'on va sûrement en parler, mais pour moi, il faut beaucoup plus de prévention par rapport à ça, parce qu'il y a trop de violence conjugale. Et il y a trop de féminicides. Il y en a trop. Et pour moi, c'est ça le plus important aujourd'hui. Qu'il soit coupable, qu'il soit innocent, bon, ça sera intéressant d'avoir le verdict, effectivement, ou si on a le ferment de l'histoire, un clap de fin, c'est super, c'est génial. Si on peut rendre justice à Delphine, c'est super. Mais lui rendre justice, c'est aussi parler de tout ça. Parler du fait que quand on est en couple, ça peut être un danger. Et je l'invente pas, c'est statistiquement, c'est la réalité. Et il faut qu'on soit confronté à cette réalité. Et c'est pareil avec le procès de Mazan, de Dominique Pellicot, où en fait tu t'imagines à aucun moment que ça peut arriver, ça. Et le fait de l'avoir en face de nous, d'avoir suivi tout ça, ben, ça nous a peut-être mis quelque chose dans la tête où on s'est dit, attends, si demain j'ai des problèmes gynécologiques, si demain voilà j'ai des absences, des trucs, des machins, ben, on va penser à ça. Parce qu'on est obligé, parce que notre monde, il est comme ça. Et c'est très bien. Dans ce procès, je suis curieuse de comment la justice va gérer cette affaire sans scène de crime ni corps. Moi aussi, par contre, pour le coup, ouais, d'un point de vue technique, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. En plus, ils ont des témoins, etc. Ils en ont une 60aine, donc... C'est des histoires tragiques, mais très sensibles pour la race féminine. On n'est pas une race à part, hein. Qu'est-ce qui se passe? Partie d'une autre race, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas au courant, j'ai pas eu le mémo. Bon, allez, on continue, les amis. Du coup, l'avocat de Séverine, l'ex-compagne, ok, nanana, ok. Donc celle-ci dit, donc la première, il me semble, compagne de Cédric, après la mort de Delphine, elle dit avoir été la cible d'une tempête médiatique et d'un harcèlement numérique, où je suis pas d'accord là, après des déclarations imputées à Cédric Jubilard de la part de son codétenu affirmant qu'elle aurait été informée du lieu où le corps de Delphine Jubilard a été enfoui. Ok.
Donc là, en fait, ok. Il lui aurait peut-être dit où était le corps de Delphine, et du coup, les gens l'ont harcelé pour pouvoir avoir la réponse. Mais bon, je vous donne mon avis, de toute façon, vous êtes là pour mon avis et mes réactions. Je ne pense pas que Cédric Jubilard ait eu la stupidité de lui dire le lieu. Il aurait pu lui dire oui, j'ai fait, oui, truc, machin, mais lui dire le lieu, franchement. À part si vraiment son sgeg lui gratte, je comprends pas. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. De toute façon, ça justifie pas d'harceler quelqu'un. Mais non. Pipa, j'arrive à peine. Why, tu as disparu plusieurs mois. J'ai disparu 1 mois et demi, les amis, s'il vous plaît. 1 mois et 2 semaines. C'est tout. J'avais besoin d'une petite pause. Mais je suis là maintenant, vous inquiétez pas. Allez, on continue. L'audience est suspendue jusqu'à 10h45. Putain, on est encore au début de la journée. Hein. Et une scène surréaliste vient de se produire. Toutes les caméras qui étaient massées derrière la porte de la salle d'audience se sont engouffrées pour tenter d'obtenir une image de l'accusé. Extrait de quelques secondes avant son box. Ok, il y a beaucoup de caméras, très bien. Attendez, ça charge. Cédric Jubilard a fait savoir qu'il acceptait d'être filmé et pris en photo. Mais pour l'instant, ok, donc c'est lui qui a donné son accord, très bien, mais pour l'instant, les journalistes se tiennent devant un box vide, dans l'espoir qu'il revienne ici, d'ici la reprise de l'audience. Devant moi, dans la salle, 2 femmes discutent, médusées par ce spectacle. Elles sont arrivées à 5h30 ce matin du Lot-et-Garonne, d'où elles sont parties à 3h pour assister à ce procès historique. Elles se disent persuadées de la culpabilité de l'accusé. Les journalistes sont invités à sortir et finalement, quelques minutes avant la reprise d'audience, Cédric Jubilard regagne son box. La cohue est maximale. L'audience a repris. Pauline Rongier, avocate d'Emeline, une amie de Delphine Jubilard, argumente sur la constitution de partie civile d'une autre amie de la victime, Amélie. Énormément d'éléments montrent le lien très fort qu'il y avait entre elles, souligne l'avocate. Pauline Rangier souligne notamment que sa cliente a participé au battu au moment des recherches de l'infirmière disparue. Mais le ministère public et la défense s'opposent à cette constitution, estimant que le lien entre les 2 femmes n'était pas si fort. Cette dame était une amie, comme bien d'autres estime Emmanuel Franck, l'un des avocats de Cédric Jubilard, considérant que cette amitié était particulièrement légère, puisqu'Amélie n'était pas au courant de la procédure de divorce de Delphine Jubilard avec l'accusé. Moi, franchement, je vous donne mon avis encore une fois, mais c'est un procès où la victime n'est pas là. Donc moi je suis pour qu'on donne une voix à ceux qui n'en ont pas. Donc si une amie à elle veut être là, ben, grand bien lui fasse. L'absence de Delphine Jubilard dans ce procès, elle va se faire sentir. Elle se fait déjà sentir. Donc bon, elle a une vraie copine. Bah franchement, ouais. Je comprends pas pourquoi dire ça, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas sa présence, il n'y a pas sa voix. Si plein de personnes peuvent prêter leur voix pour faire entendre son état, ses sentiments, son point de vue, mais c'est très bien. C'est très bien. Du coup, de son aveu même, ok, en parlant de la copine, poursuit l'avocat de Cédric d'une voix forte, elle a déclaré qu'elle ne fréquentait plus Delphine Jubilard depuis l'été 2020. Bah, ça va, elle a disparu en décembre 2020. Si elles se sont pas vues pendant 6 mois, ça ne veut pas dire que c'était pas sa pote. Hein. L'avocat de la défense appelle à éviter que tous les témoins du dossier soient partie civile. La cour aborde ensuite la demande de constitution de partie civile de Séverine, l'ex-compagne de Cédric Jubilard, qui dit avoir subi un lourd préjudice de par la médiatisation de son nom dans l'affaire. Alexandre Martin, l'autre avocat de l'accusé de 38 ans, qualifie cette demande de lunaire, puisque Séverine n'a jamais côtoyé la victime. Okay. L'audience est suspendue 20 minutes pour statuer sur ces différentes demandes. Les avocats de la défense font savoir qu'ils ne souhaitent plus qu'il y ait de prise d'image de l'accusé aujourd'hui. Cédric, il a dit OK, mais la justice, les avocats, ils ont dit stop. Une quinzaine de journalistes sont massés dans la toute petite salle des Pas Perdus, juste devant la salle d'audience Thémis, où ont lieu les débats. L'audience a repris les demandes de constitution de partie civile d'Amélie, l'amie de Delphine Jubilard, et de Séverine et Jennifer. OK, donc il appelle Jennifer, donc OK. Donc les 2 compagnes de Cédric Jubilard qu'il a eu après la disparition, c'est Séverine et Jennifer. Donc ex-compagnes de Cédric Jubilard sont toutes déclarées irrecevables par la cour. Ok, donc l'ami, pas partie civile, et les 2 compagnes de Cédric Jubilard, pas possible non plus.
Ok. Amélie et Séverine, qui étaient présentes dans la salle d'audience, sont invitées à sortir. Les deux femmes reviendront pour déposer en tant que témoins. Séverine s'en va, accompagnée de son avocat. Elle ne cache pas son agacement. Je peux comprendre. Je peux comprendre parce que elle est certes témoin, mais le fait qu'elle veuille se constituer partie civile, bah, ça lui a été refusé, quoi. Donc, après, écoutez. La Séverine faisait des lives sur TikTok où elle insultait les médias qui parlaient de l'affaire. Ah bon? Vous avez des extraits de ces lives ou pas? On continue. Amélie et Séverine quittent la salle. La présidente entame les rappels des faits mercredi 16 décembre 2020. Aux environs de 4h10, Cédric Jubilard appelait la gendarmerie pour signaler la disparition de son épouse Delphine Jubilard. Débute Hélène Rattino, la présidente. Malgré les moyens déployés, les recherches s'avéraient infructueuses, poursuit la magistrate, rappelant que les gendarmes ont procédé à de nombreuses auditions des proches du couple. L'amant de Delphine Jubilard a rapidement été identifié et confirmé l'existence de sa relation avec Delphine Jubilard depuis l'été 2020, lit la présidente, précisant que le couple était en instance de divorce. La présidente poursuit sa lecture de l'ordonnance de mise en accusation. Entendue à plusieurs reprises par les juges d'instruction, Cédric Jubilard a toujours soutenu être innocent des faits pour lesquels il a été mis en examen. Les avocats du suspect soulignent l'absence de corps, l'absence de scène de crime et appellent à examiner toutes les autres causes possibles de sa disparition. Les enquêteurs ont déployé des moyens considérables pour retrouver Delphine Jubilard, en ayant recours à des chiens, des plongeurs, des spéléologues, un radar, un sonar, détaillent les juges d'instruction. Les juges appellent à écarter la thèse de l'accident, du suicide ou d'un départ volontaire, d'un enlèvement, mais aussi d'un départ au djihad. Quoi? Ou dans une secte qui aurait été avancée par Cédric Jubilard. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que... Mais c'est une blague! Cédric Jubilard, il a dit soit elle est allée faire le djihad, soit elle est rentrée dans une secte. Je vous en supplie, enlevez-lui son alliance là. Non mais pardon, j'avais pas lu cette info. De par l'immense intérêt public et médiatique suscité, oui, nous avons énormément d'intérêt public là, effectivement, suscité par cette affaire, les enquêteurs et les magistrats ont été contactés par des médiums affirmant avoir des informations sur les lieux où se trouvait la victime. Mais on est dans Ghost Whisperer ou quoi? Ils ont appelé Jennifer Love Hewitt. Plus c'est gros, plus ça passe. Je te jure, Clara, c'est exactement ça. Mais pardon. Mais enfin, d'où ça sort? À la limite, ils auraient trouvé des trucs sur son ordinateur ou je sais pas, un billet pour aller en Afghanistan ou j'en sais rien. Ou... Mais là, c'est lui qui l'avance, mais t'as même pas de preuves, quoi. Qu'est-ce que tu dis? Bref, on continue. Putain, je sens qu'on va rigoler, mais rire jeune, quoi. Il se fout tellement de la gueule du monde, ce connard. Franchement! En plus, j'ai commencé ce live, je vous ai dit oui, présomption d'innocence, il y a une probabilité où il est innocent, c'est un coup monté, etc. Et il nous fait des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu nous fais là, Cédric, là? Je pensais pas qu'on pouvait avoir un tel aplomb à sortir des âneries. Ça ne détrône pas les violeurs de Mazan et les conneries qu'ils nous ont sorties. Ah, mais je croyais qu'elle dormait. Ah, mais je croyais que la bave, c'était... Ouais, ça, c'est... On en a vu des âneries. Hein. Après ça, franchement, ça se tape. Hein. J'ai tout cassé. C'est pas grave. Oui, c'est vrai, il y a des médiums sur TikTok qui font des lives et la Séverine les a insultés, c'était dingue. Mais vous avez des extraits de tes lives ou quoi? Melinda Gordon. C'est vrai, oui, c'est son nom dans la série Ghost Whisperer. Jennifer Love Hewitt, c'est son vrai nom. Les infos sortent d'où, s'il vous plaît? Là, je suis en train de lire un thread de Juliette Compion qui travaille pour France Info. De toute façon, je vous mettrai les liens en description sur YouTube, vous inquiétez pas. Et les pires, le procès de Mazan. Franchement, faire pire que procès de Mazan, mais après ça se tape, hein. Mais faire pire que procès de Mazan, faut y aller. Hein. Allez, on continue. De par l'immense intérêt public et médiatique suscité par cette affaire, les enquêteurs et les magistrats ont été contactés par des médiums. Ok, Cédric conteste toute dispute. Le soir du 15 décembre, ton fils, il a dit que si. Mais vas-y, continuons. Le fils, il a dit que les papa et maman, ils s'étaient disputés le soir même.
On continue. Mais les juges d'instruction estiment que cette hypothèse n'est nullement invraisemblable, de par notamment les témoignages du fils du couple et de leurs voisins. Bah oui, peut-être que aussi les voisins, ils ont entendu du grabuge. Une lésion épidermique de 10 cm a été constatée sur le bras droit de l'accusé, ok, ainsi qu'une lésion cutanée sur son thorax. Ces deux marques peuvent correspondre à une scène d'empoignade. Ah tiens, je savais pas ça. Putain, mais on va en apprendre beaucoup. C'est pour ça c'est super important de bien regarder les procès. Même avant, en fait, je pense qu'il pouvait pas tout dire. Mais ok, donc il avait quand même des traces de peut-être de coups qui avaient été portés, quoi. C'est parce que son fils a donné 3 versions différentes. Bon, mais on peut s'appuyer sur les voisins, alors. Les juges d'instruction soulignent l'absence de traces de sang et de fluide sur la Peugeot 207 utilisée par Cédric Jubilard cette nuit-là, tout comme l'absence de traces d'un éventuel nettoyage. Ok. Mais les gendarmes primo-intervenants ont notamment remarqué la présence de condensation sur les fenêtres du véhicule. Un expert a conclu qu'il était probable qu'une personne ait pu être présente dans l'habitacle de la voiture la nuit de la disparition de Delphine Jubilard. Ok, donc ils ont trouvé de la buée dans la voiture, alors que lui, il était censé dormir, quoi. En chelou, en bizarre. Si l'enquête n'a pas permis de montrer que Cédric Jubilard avait été violent envers son épouse, plusieurs témoins ont affirmé qu'il l'a rabaissée et se montrait brutal, voire violent. Ton pourcentage, Cédric, il est en train de diminuer là, avec leur fils. Âgé de 6 ans en 2020. L'intéressé estime que c'est largement exagéré. Donc là, il était violent envers son fils, quoi. C'est ça que vous êtes en train de me dire, quoi. Dans les semaines qui ont précédé la disparition de Delphine Jubilard, les enquêteurs ont constaté que l'accusé avait accentué la surveillance de son épouse. Ça pue, je vous jure, ça pue tellement du cul, là. Depuis décembre, l'infirmière de 33 ans lui disait qu'elle se sentait persécutée et qu'il lui faisait vivre un enfer. La présidente poursuit sa longue lecture de... Franchement, c'est en train de me monter la moutarde là. Lecture de l'exposé des faits réalisés par la Chambre de l'instruction, rappelant que plusieurs personnes, dont la mère de Cédric, ont affirmé qu'il avait proféré des menaces de mort à l'encontre de son épouse. Ça, c'est la maman de Cédric qui le dit. Il a menacé de mort Delphine. Je savais même pas. Je savais pas. Je l'apprends avec vous. Ça me dégoûte. Franchement, ça pue du cul, je vous jure. Séverine, elle, qui fut sa petite amie à partir de février 2021, quelque temps avant son placement en détention provisoire, a affirmé, ok, c'était avant qu'il le mette en prison, a affirmé qu'il se comportait comme une star. Les experts qui l'ont rencontré par la suite ont estimé qu'il apparaissait indifférent au sort de sa femme. Mais monsieur... Mais comment ça, tu te prends pour une star, frérot? T'es l'ennemi public numéro 1, c'est toi l'accusé principal, qu'est-ce que tu me racontes? La maman, elle est pas Jojo. Bah, la maman, elle dit la vérité, et c'est très bien. S'il a menacé Delphine de mort, il faut le savoir, c'est très bien. J'espère que, voilà, qu'elle va rester sur cette ligne de conduite-là et dire la vérité, rien que la vérité. C'est tout ce qui importe, de toute façon. Enfin... Moi, je vous l'ai déjà dit, demain, je suis maman, mon fils, il a fait quelque chose, mais je voudrais qu'il prenne ses responsabilités. Le couvrir, ça servira à rien. Pourquoi je couvrirais? C'est la chair de ma chair, certes, mais je pourrais pas couvrir s'il a fait du mal à quelqu'un. Il faut qu'il assume. Bref, continuons. Donc il se prend pour une star. Ils ont constaté sa froideur affective, notant qu'il semblait peu sensible à la disparition de son épouse et se désintéresser des recherches. La chambre d'instruction estime que Delphine Jubilard doit être considérée comme décédée, bien que son corps n'ait pas été retrouvé. La présidente vient d'achever sa lecture, l'audience est suspendue, l'audience reprend. Je teste cet après-midi la salle de retransmission située à l'arrière du tribunal. La présidente se tourne d'emblée vers Cédric Jubilard, debout dans son box. Vous avez toujours contesté les faits reprochés. Quelle est votre position aujourd'hui? Lui demande-t-elle. Oh, je conteste toujours les faits qui me sont reprochés, répond l'accusé d'une voix assurée. Donc, il reste sur la même position. Pour lui, il est innocent et il n'a rien fait. Il est invité à se rasseoir. On entend à présent l'enquêtrice de personnalité qui a rencontré Cédric Jubilard 2 fois à la prison de
Toulouse Says en 2022, elle revient sur son enfance cabossée, les négligences qu'il a pu subir de la part de sa mère, qui n'était pas en mesure de s'occuper correctement de lui. Cédric Jubilard a été placé pendant plusieurs années dans l'enfance, passant de foyer en famille d'accueil. Okay. Dans un premier temps, il a affirmé à l'enquêtrice de personnalité ne pas être impacté, mais il a fini par se reconnaître. Par reconnaître qu'il avait eu une éducation ambivalente entre laxisme et maltraitance, résume Gaëlle Caro-Alfort à la barre, donc celle qui l'a... l'enquêtrice de personnalité. Elle parle de lui comme d'un adolescent en grande difficulté qui nécessitait un encadrement perpétuel. Il a toujours travaillé dans le bâtiment, d'abord en CDI, puis en CDD. Un ancien collègue l'a décrit comme un gars vaillant et se souvient d'un homme bavard. Un autre l'a dépeint de manière plus négative, affirmant qu'il était dans l'incapacité de reconnaître ses erreurs. Sur la gestion des finances, il est décrit par plusieurs membres de l'entourage comme un mauvais gestionnaire dépensier, surtout assurant qu'il était inquiet de l'argent. Certains assurent qu'il était inquiet de l'argent et d'autres assurent que pas du tout. Stéphanie, la sœur de Delphine Jubilard, pense que celle-ci est tombée amoureuse du bad boy qu'elle espérait changer. El famoso. C'est bien qu'on en parle, je vous jure, c'est des sujets qui sont importants. Des proches ont pu observer une distance dans le couple, de caractères différents. Delphine se montrant particulièrement taiseuse en la présence de son mari. Un voisin a affirmé que ce dernier se sentait supérieur à son épouse. Jennifer C., ex-compagne de donc la deuxième, Cédric Jubilard a dépeint un père autoritaire et parfois violent. À l'inverse, Séverine, une autre ex de l'accusé, avait l'impression qu'il s'occupait bien de ses enfants. Impression. Dans tous les cas, que les témoignages divergent un peu par rapport à sa personnalité, comme les deux collègues, il y en a un qui dit ouais c'est un vaillant, l'autre qui dit il est trop chelou. C'est normal en fait, surtout si c'est je vais le sortir, si c'est un narcissique, sa personnalité, il va l'adapter en fonction de qui il a en face. Il va peut-être pas dire et faire ce qu'il veut devant n'importe qui. Il va choisir. Donc moi, ça me surprend pas tant que ça qu'il y ait autant de divergences. En tout cas, que l'écart se creuse autant entre les témoignages. Dans le bâtiment, il s'est coulé une dalle, pardon, au mur noir. Tu parles par rapport à Xavier Dupont de Ligonnès ou rien à voir? Ou tu parles de couler un bronze, faire caca? Non, je sais pas. J'adore l'humour noir, hein, mais là, j'ai pas compris. Supérieure à une infirmière, elle met la bonne blague. Mais en plus, c'était quelqu'un qui enfin, quand t'es infirmière, t'es là, tu sauves des vies quelque part. En tout cas, tu t'en occupes. Ça avait l'air d'être une bonne personne, Delphine. En tout cas, au vu de ce que disent les gens sur elle, par rapport à lui où ça diverge. Hélas, Delphine souffrait du syndrome de l'infirmière. Ben, en fait, en plus, ce que tu dis, Anne, c'est intéressant parce qu'en plus, si sa sœur, elle estime que elle voulait un peu sauver son bad boy, voilà, et ils étaient un peu dans cette dynamique-là où, en plus de ça, elle est infirmière dans la vraie vie, quoi. Donc, elle a peut-être ce côté où elle veut peut-être essayer de le sauver et en fait, les filles, je vous le dis, ça veut pas forcément le coup de sauver quelqu'un. Et puis, personne ne se sauve mieux que lui-même. Et je vais rajouter une autre phrase que je vous dis souvent, que je vous dis tout le temps, c'est que la porte du changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Vous ne pouvez pas ouvrir cette porte. C'est que la personne à l'intérieur d'elle-même qui peut ouvrir cette porte du changement. Si vous rencontrez un bad boy, grand bien vous fasse, mais vous n'allez pas pouvoir le changer. Ça n'existe pas. D'ailleurs, vous ne pouvez changer personne, même au-delà du bad boy, au-delà de tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez changer personne, vous n'avez pas de prise sur ça, vous n'avez aucun contrôle sur ça. Déjà rien que vous-même, essayez de vous changer. Regardez, tout à l'heure on parlait d'addiction. Vous voulez changer votre manière de consommer, de vivre. Rien que ça, c'est compliqué. Alors imaginez, allez vous foutre dans la merde à vouloir changer quelqu'un. Ça n'existe pas. Vraiment, n'en faites pas une mission de vie. Soyez un soutien pour les gens, vous pouvez aider les gens, vous pouvez être une bonne personne, ça, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez pas les changer, vous pouvez pas les sauver. Encore moins les sauver quelqu'un. Même moi, je sais même pas si moi-même je me suis sauvée. Oui, Xavier. Ah, mais c'est bon, j'avais la vanne. Ça demande du courage de soi-même se changer. Et ça demande du courage, ça demande de la force mentale, ça demande de l'énergie, ça demande tellement de choses. Et je pense même que c'est un travail qui dure toute une vie. Donc si en plus tu t'empêtres d'essayer de sauver quelqu'un, ça va être compliqué cette histoire. Tu peux faire un bout de chemin avec quelqu'un et se soutenir mutuellement, ça y a pas de problème. Mais tu peux pas sauver quelqu'un. Je voudrais être un bad boy. Franchement, ça vaut pas le coup. Soit un good boy.
un bon garçon. Vous êtes magnifique, mademoiselle, merci beaucoup. Soyez prudente, que cette prudence soit votre respiration. Vous inquiétez pas, ici on est prudent, il n'y a pas de souci, et on est prudent et on prévient carrément. On prévient avant de guérir. C'est ce qu'on essaie de faire. Il y a des gens qui balancent des rumeurs comme quoi c'était une salope avec plein d'amants, ça m'énerve, mais grand bien lui fasse. J'espère qu'elle avait plein d'amants. J'espère que tous les jours il y avait un nouveau. Et j'espère même qu'elle a fait la grosse pute très bien. Est-ce qu'elle méritait de disparaître? Est-ce qu'elle méritait de mourir? C'est ça la question. C'est ça la vraie question. Ça m'énerve là. En fait, on est en train de parler de quelqu'un qui a disparu. Et comme d'habitude, on essaye de dépeindre la victime, qui est une femme, et souvent la femme n'est jamais une bonne victime, parce qu'elle a forcément des défauts. Et surtout ça, surtout dans ce domaine-là. Cédric, est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire que c'est une grosse pute? Ta femme, elle a disparu, t'es déjà avec une autre meuf, t'en as même une deuxième. T'es accusé du meurtre de ta femme. Est-ce qu'on a entendu ça? Non. Parce qu'on estime que ces messieurs, bah, ils ont le droit. Voilà, ils ont le droit d'avoir de la compagnie et de l'affection. Ce qui est humain et normal. Moi, personnellement, je ne lui reproche pas. Bon, voilà. C'est un peu maladroit, comme le truc de l'alliance et tout. Voilà, il y a de la maladresse, il n'y a pas de souci. Mais je ne peux pas reprocher à quelqu'un de vouloir de la compagnie et de l'affection. Ça n'a pas de sens. Et on ne le fait pas pour les hommes. Personne n'a insulté de pute. Hein. Ah, j'ai pas entendu, moi, personnellement. Personne. Mais venir là directement, et c'était sûr que ça allait arriver. De toute façon, je suis même surprise que... Enfin, surprise. Je suis sûre qu'il y en a plein qui l'ont dit. Parce que le fait qu'elle avait un amant, le fait qu'elle parlait avec un autre homme, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont dit bah, peut-être qu'elle le méritait. Elle aussi, là. Parler avec un autre mec, Nayana. C'est sûr et certain. Mais là, on parle de meurtre. Présumé. Mais on parle de disparition aussi. On parle d'enfants qui n'ont plus leur maman. On parle de parents qui ne peuvent plus parler à leur... Enfin non, du coup, elle a plus ses parents, mais ses sœurs, ses frères, ses amis. Donc très honnêtement, si quelqu'un, vous entendez quelqu'un dire « Ah, mais c'était une pute et tout », grand bien lui fasse. Les putes, on peut les tuer aussi? C'est qu'est-ce qui se passe? Elles peuvent disparaître dans l'ignorance la plus totale? Non. S'il était cocu, fallait partir tout simplement. Mais en plus, le pire, c'est que non, ils étaient séparés, donc il savait que ça sentait le moisi pour lui. C'était, ça y est. Mais dans tous les cas, même, t'es cocu. Tu vas pas faire disparaître quelqu'un. Fais ta vie, ça y est, frérot. C'est systématique, ces rôles aussi, le rôle du sauveur, la femme, le mec qui est violent. Mais pour des raisons bien expliquées. Enfance compliquée, c'est direct accablant pour la femme, en fait. Alors, oui... De toute façon, là, on va un peu voir... Ben là, on a déjà vu qu'il a eu une enfance compliquée. Et je vous l'ai déjà dit aussi, quand on faisait le procès Pellico, Dominique Pellico, qui a fait n'importe quoi dans sa vie, hein, bien sûr. Et ça ne justifie absolument pas du tout ses actions après. Mais on trouve énormément d'explications, de justifications dans l'enfance. Ça, c'est sûr. Bref, allez, on continue. Du coup, à des pains parfois violents, donc ok. Jennifer C, donc la deuxième, affirme qu'il pouvait rester des nuits entières avec lui au téléphone parce qu'il supportait très mal la solitude et se montrait très critique envers son épouse. Il se montrait par ailleurs assez fier d'être médiatisé, a-t-elle affirmé. Elle dépeint un homme impulsif, très manipulateur, très sûr de lui, beaucoup dans la provocation, grossier. Avant son incarcération, Cédric Jubilard a affirmé à l'enquêtrice de personnalité qu'il fumait entre 7 et 8 joints par jour. Il a débuté sa consommation quand il avait 15 ans. Concernant son vécu carcéral... Mais ça aussi, par contre, je m'arrête 2 minutes, ça m'étonne énormément le fait qu'il fume énormément de joints, etc. et qu'il ait pu commettre un crime parfait sans laisser de traces. Ça aussi, franchement, pour moi, c'est pas tant le coupable idéal, parce que comment tu fumes autant de joints et t'arrives à ne pas laisser de traces. Enfin, je trouve ça... Bref. Continuons. Donc 7 à 8 joints par jour. Après, il a commencé à 15 ans, peut-être ça lui faisait plus d'effet. Bon bref, on continue. Concernant son vécu carcéral, le peintre plaquiste a expliqué que sa souffrance résidait dans le fait de ne pas pouvoir voir ses enfants. D'ailleurs, pourquoi il ne peut pas voir ses enfants? Normalement, on peut ou c'est impossible? Parce qu'ils ont peur qu'il y ait de la subordination de témoins. Il a précisé qu'il espérait que son épouse serait retrouvée et demandé à ce que son suivi psychologique soit renforcé.
Nicolas Ruff, l'un des avocats généraux, lui demande de revenir sur les inquiétudes qu'avait le personnel de crèche concernant le traitement de la petite Elia, la fille de 18 mois du couple. Elle avait 18 mois à l'époque des faits. On voyait que ses habits étaient trop petits. La maman la mettait dans une poussette mouillée qui sentait le tabac, rapporte l'enquêtrice de personnalité. Ça me vénère, vous pouvez même pas savoir comment. Le représentant du ministère public lui demande d'expliquer comment Cédric Jubilard pouvait désigner son épouse quand elle a échangé avec lui. Il évoque peu de lui-même. Si je ne le questionne pas, elle est absente de son discours, relate Gaëlle Caro-Alfort, l'enquêtrice de personnalité. Maître Malika Chmani... Donc en fait, si elle lui parlait pas de Delphine, lui, il n'en parlait pas. Maître Malika Chmani, qui représente les enfants du couple Jubilard, aux côtés de Maître Laurent Boguet. Il va falloir retenir beaucoup de nouveaux noms, les amis. La questionne sur les maltraitances qu'aurait subi Louis, le fils du couple, âgé de 6 ans quand sa mère a disparu. Il a 11 ans aujourd'hui. L'enquêtrice de personnalité répond « Il était capable de lui mettre la main sur la nuque, à genoux sur des Legos. » Quoi ? Il pouvait lui tirer les oreilles, lui donner des gifles, énumère-t-elle, parlant des multiples... Ah, les genoux sur le Lego, là, c'est sur les Lego, ça m'a mis mal, les amis. Ça m'a mis très mal. À 6 ans. Bah, n'importe quel âge en soi, mais 6 ans. Franchement, pourquoi faire des gosses si c'est pour faire ça, franchement? Pas de fric, la misère pour tout. Un bébé sparadrap. Pauvre petit Louis, franchement, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. On continue, les amis. Franchement, moi, la maltraitance des enfants, là, vous savez que je peux pas. C'est mon talon d'Achille. Hein. L'équipe de défense de Cédric Jubilard a pris le relais sur les questions. Alexandre Martin, l'un de ses avocats, insiste sur son enfance cabossée et essaye de faire ressortir l'image d'un accusé qui se présente comme quelqu'un de résilient, qui ne se plaint jamais. Mais plains-toi, en fait. Mais exprime. Exprime-toi. Parle. Mais tu frappes pas ton enfant. Tu ne le fais pas souffrir physiquement et psychologiquement. Tu ne le maltraites pas. Qui se plaignent jamais, on s'en fout, ça. Te plains pas. Plains-toi. Plains-toi. Plains-toi, on est full dans les problématiques du patriarcat, là, en plus. Ah, je suis un homme, je me plains pas. Plains-toi, parle, exprime-toi, vas-y. Sans gardant tout pour toi, après tu vas exploser, tu vas faire quoi? Eh ben, je sais pas. Quelque chose qui va faire que ta femme disparaît, qu'on la retrouve pas depuis 4 ans. Emmanuel Franck. L'avocate de l'accusé lui demande si c'est inédit d'avoir affaire à des témoins qui soient tous au courant de l'affaire et si cela peut perturber leurs déclarations. Évidemment que sur certaines déclarations, on peut se demander si on les aurait eues, si on les aurait eues, pardon, je commence à être fatiguée, si les personnes n'avaient pas été informées des faits reprochés, observe l'enquêtrice de personnalité. Ok. L'avocate s'étonne notamment que la directrice de crèche des enfants du couple ait pu qualifier de menteur pathologique alors qu'elle ne le connaissait que très peu. Mais peut-être qu'il lui a déjà menti quand il a ramené la petite à la crèche ou quoi. Quand tu côtoies quelqu'un, il peut te mentir. D'ailleurs, je sais plus c'est quoi la statistique. Je crois que les humains, enfin, genre on ment au moins 5 fois par jour, je crois que c'est la stat, je sais plus, bref. L'avocate estime que son client n'a pas trop changé entre l'adolescence et l'âge adulte. Il a tout vu, tout fait, il fanfaronne, il est gueulard, vantard. Il est capable de dire « je suis un connard et j'assume ». Il est dans le registre de l'adolescence, analyse-t-elle. Si... T'es dans le registre de l'adolescence. T'es pas en capacité d'avoir des enfants, t'es pas en capacité d'avoir une famille, t'es pas en capacité d'avoir une femme. Abstiens-toi. Tu veux rester dans l'adolescence, syndrome de Peter Pan, tu veux rester comme ça, y a pas de problème. Chacun il fait ce qu'il veut. Viens pas foutre la mouise avec des enfants. Reste adolescent, y a pas de problème. Y a pas de souci. Et lui-même en plus il a vécu une enfance cabossée, où il a été négligé, où il est passé de famille d'accueil en foyer. Tu réfléchis à 2 fois avant de faire des enfants. Déjà, tu y réfléchis à 2 fois. Dans la France de Macron, tout le monde doit y réfléchir à 2 fois. Mais encore plus dans ce contexte-là. Et moi, je suis désolée. À un moment donné, il faut prendre aussi ses responsabilités. À mon sens, c'est une façon de générer de l'empathie systématique, bien sûr, pour l'accusé que de parler de son enfance difficile. Je trouve ça aberrant d'utiliser ces arguments pour la défense des accusés. Moi, ça me semble pas aberrant parce que
pour moi, le passé et surtout l'enfance, mais vous imaginez, de 0 à 7 ans, mais il y a tout ce qui se construit à ce moment-là. C'est super important qu'on ait ces éléments-là, vraiment. Mais dans tous les cas, ça n'excuse en rien. Mais c'est important. Moi, j'aime bien avoir le background, le contexte. Et là, en fait, le fait qu'il a maltraité ses enfants, alors que lui-même a été maltraité, ça coule de source. On retrouve la justification. Parce que moi, là, je vous parle en tant qu'être humain. Normalement, quand il t'arrive ça, tu évites d'avoir des enfants si tu penses que tu ne peux pas le gérer. Ou alors, tu vas chercher de l'aide pour ne pas le faire, parce que tu l'as vécu. Tu sais ce que c'est. Et le fait que les personnes ne prennent pas la responsabilité dans leur choix au quotidien, je ne parle pas de maintenant, mais dans leur quotidien, ne prennent pas la responsabilité, je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre. La vie, elle est faite de choix. Et nous, on en fait tous des choix, chaque jour. Et on les fait par rapport à notre expérience, à notre vécu. Et alors là, ça a du poids, le vécu. C'est super important, le vécu. Mais il faut aussi le mettre sur la table quand tu prends des choix. Au tribunal, oui, c'est bien, ça nous permet d'avoir de l'empathie. Et on peut en avoir. Mais ce que moi, j'essaie de vous expliquer, maintenant, c'est trop tard pour lui. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que normalement, notre vécu, il est censé nous apporter quelque chose au quotidien. Dans nos choix. C'est censé les déterminer, en tout cas. C'est la vérité. C'est ça qu'est la vérité. Beaucoup de femmes restent malgré la maltraitance, bien sûr. Après, elle a le syndrome de l'infirmière, de la sauveuse. Continuez, les amis. Attendez, pardon. Putain, j'ai perdu le fil. Donc oui, il veut rester un adolescent. Oui, il y a des postures adolescentes chez Cédric Jubilard qu'on concède l'enquêtrice de personnalité qui, par ailleurs, est psychologue. Son métier colore nettement ses observations. J'irai même au-delà. Il n'a pas eu de validation parentale, donc toute sa vie, il cherche des valorisations plus ou moins adaptées, plus ou moins intelligentes, poursuit la témoin. Pour son avocate, ce côté adolescent ressort aussi dans sa relation avec Delphine Jubilard, rappelant qu'il se cachait d'elle pour fumer du cannabis et se laver les mains pour ne pas sentir le tabac. Pour Emmanuel Franck, c'est aussi ce côté adolescent qui expliquerait la maltraitance qu'il a infligée à son fils Louis. Il faut bien qu'il se positionne comme un père et n'a pas eu ce modèle. Ok, donc lui, en fait, il n'a pas eu de modèle. Il ne savait pas trop comment se poser. Mais comme je vous disais, tu prends tes responsabilités. Prends des cours. J'en sais rien. Va voir des psys. Parle aux gens. En fait, tu ramènes un autre être humain sur cette planète. Fais en sorte que ça se passe bien. Parce que toi, tu as vécu la merde. Et tu le sais. Tu le sais que tu l'as vécu. Tu as vécu la merde. À part s'il a oublié. Mais je pense pas. Ça va être difficile de refaire le monde. Je sais, ici on est dans le monde des bisounours où on essaie de régler un peu les problèmes, on sait que voilà quoi. Ah là là, les continuez les amis. Du coup, est-ce que vous ne pensez pas que cet autoritarisme dont il fait preuve à l'égard de Louis, c'est la manifestation d'un homme adolescent qui veut se positionner en tant que père, mais ne sait pas trop comment faire, demande-t-elle à l'enquêtrice de personnalité ? Effectivement, je pense que sa compagne est un pilier face à lui qui n'est pas stable, pas ancré. Mais je n'ai pas fait de lien entre sa posture adolescente et sa manière d'être père, d'autant qu'il avait un modèle, pas son géniteur, mais son beau-père, rétorque la témoin. Donc il a eu quand même un modèle. Ce qu'on lui a demandé toute sa vie, c'est d'obéir. Louis, c'est un garçon, un aîné comme lui. Cédric Jubilard fait comme il peut avec ce qu'il a, ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît, c'est ce modèle-là, analyse-t-elle. Oui, mais ça fait mal au cœur, exactement. C'est triste de ramener un autre être humain et te dire c'est tout ce que je connais, donc je vais le reproduire. Après une brève suspension d'audience, Cédric Jubilard est maintenant invité à se lever. Il va pouvoir s'exprimer sur l'enquête de personnalité qu'il vient d'entendre à son sujet. Ok, donc là c'est lui qui parle. Dans l'ensemble, je suis assez d'accord. J'aime prendre de la place, être imposant et me montrer. C'est une certitude. Reconnaît l'accusé de 38 ans qui parle d'une voix claire assez vite, main dans le dos sans stress apparent dans la voix. La présidente l'interroge d'abord sur son père biologique, que Cédric Jubilard n'a rencontré que 2 fois lorsqu'il avait 14 ans. C'est lui qui avait demandé à le voir. J'avais besoin de savoir qui il était, de qui je descendais, explique-t-il de son box vitré. Il a ensuite été placé dans plusieurs familles d'accueil et s'est fortement attaché à la toute première famille, un couple chez qui il est allé à l'âge de 4 ou 5 ans, se souvient-il, expliquant avoir toujours gardé contact avec eux. Ah, donc il est toujours en contact avec sa première famille d'accueil. Très bien. Ils étaient très gentils, je m'entendais bien avec les enfants de cette dame, révèle Cédric Jubilard. Vous les considérez comme vos frères et sœurs, demande la présidente. Oui, répond l'accusé. À 7 ans, il regagne le domicile de sa mère.
Ok, donc à 7 ans, il revient chez sa mère sa génitrice, et considère alors le compagnon de celle-ci comme son propre père, l'appelant même papa. Mais celui-ci s'est montré extrêmement violent envers Cédric lorsqu'il était enfant. Je pense que je ne devais pas être un bon fils parce que j'ai été maltraité avant style d'entrer dans son box. Bah non. T'as beau être un mauvais fils, tu mérites pas d'être maltraité. Non. Vous considérez que c'est votre faute si vous avez été maltraité, lui demande la présidente. Oui, répond le trentenaire du tac au tac. La présidente lui demande d'expliquer ce qu'il a subi. Des fessées, des gifles, dit-il sans attendre. Ça devait aller au-delà car ça a conduit à un signalement à nouveau et à un nouveau placement à 11 ans, relève Hélène Ratino. Putain, ça veut dire que il était retourné chez sa mère quand il avait 7 ans et ensuite ils l'ont replacé à cause des violences qu'il a subies. Il ne sentait pas sa force, donc il l'a pas fait exprès, je pense. Là, c'est lui qui parle de son beau-frère. Beau-père, pardon. Quand il voulait me donner une gifle fessée, peut-être qu'il ne sentait pas sa force et il le faisait trop fort, interprète Cédric, jubilaire sans ciller. Putain, mais non. Il arrive quand même à trouver des excuses à son beau-père, qu'il a maltraité, quoi. Alors que non. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de « il sentait pas sa force ». Bien sûr qu'il sentait sa force, évidemment. Personne ne mérite ça, hein. La présidente insiste. Il y a eu certaines fois mémorables, glisse-t-elle. Oui, il y a eu certaines fois où c'était mémorable avec plus d'une centaine de fessées sur les fesses, se souvient l'accusé. 100 fessées. 100 sur un enfant d'une dizaine d'années. Voyez, enfin... Tout s'explique à chaque fois. Hein. Ça justifie en rien. Il faut prendre ses responsabilités. Je vous ai fait le speech. Mais ça explique tout. Ça explique d'où ça vient, en tout cas. C'est une folie. C'était même pas... En plus, il le considérait comme son papa, alors que c'était même pas son papa. Imaginez un peu la trahison, déjà, de pas connaître son père, d'en trouver un nouveau, et ce nouveau, Enfin, ton cerveau, ça y est, c'est foutu. C'est foutu. C'est inimaginable. Franchement, moi, ça m'attriste. Hein. Moi, de toute façon, j'ai de l'empathie, vous le savez, mais moi, je vous jure, ça m'attriste. Ça m'attriste pour lui. De 14 à 18 ans, il est à nouveau placé en foyer et en famille d'accueil. La présidente lui demande quelles aient été ses relations avec sa mère. C'est la bonne copine. Je m'entends bien avec elle, elle est gentille, mais bon, elle me donne pas d'ordre, elle est pas stricte comme devait l'être une mère, explique l'accusé. Même Cédric le dit. Les parents sont là pour poser un cadre. C'est leur rôle, qu'ils le veuillent ou non. Ils sont là pour donner de l'amour, de l'affection, tout ce que vous voulez. Mais un parent, c'est là pour donner un cadre. Un enfant. Et même lui, à son âge aujourd'hui, il arrive à le voir et il se dit, attends, ça dysfonctionne là. En tant que parent, tu peux pas laisser un enfant faire tout ce qu'il veut comme il veut. Il faut un cadre. C'est Cédric qui excuse son beau-père, ça dit tout. Mais bien sûr. C'est bien sûr. Mais du coup, en fait, le fait qu'il excuse le comportement de son beau-père envers lui... Pardon, j'arrête pas de dire beau-frère. Mais le fait qu'il excuse son comportement... Ah, j'ai oublié ma réflexion. Merde. Le fait que ça l'excuse... Ah, merde. Attendez. Oui, du coup, voilà, c'est ça que je veux dire. Ça normalise... selon lui, le comportement qu'il a eu envers son fils. Parce qu'il dit, mais attends, moi aussi, je n'arrivais pas à comprendre ma force. Moi aussi, je pensais pas que je lui faisais tant de mal quand je le mettais à genoux sur des Legos. Dans sa tête, ça veut dire qu'il a normalisé. Alors que là, il devrait avoir un discours où il dit, je lui en veux. Il a bousillé ma vie, il a bousillé mon mental, mon physique, il a tué mon enfance, il a peut-être même niqué ma vie. Le cadre, c'est de l'amour. Mais bien sûr, le cadre, c'est de l'amour. Danse avec les fous, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Et c'est pour ça, si on ne se sent pas de mettre un cadre, et d'avoir les capacités, entre guillemets, de mettre un cadre à un enfant, vaut mieux pas en avoir. Si tu penses que tu vas être trop laxiste, c'est pas la peine. Parce que le cadre, c'est vraiment... Bon, top 1, c'est l'amour que tu donnes à ton enfant, évidemment. Mais je pense que ça doit être dans le top 2, quoi. C'est exactement ça, ton analyse. Normalisation des violences, c'est ça. Et là, du coup, on comprend, pour lui, dans sa tête, c'est normalisé. Et du coup, faire du mal à une Delphine qui dit vouloir partir, qui dit avoir quelqu'un d'autre, c'est peut-être aussi normalisé. Parce que je me mets en colère, qu'est-ce qui résulte de la colère ? La violence.
Allez, on continue. Du coup, Cédric Jubilard affirme qu'il fumait entre 10 et 15 joints par jour. Devant la psychiatre, vous avez même indiqué que vous fumiez entre 10 et 25 joints par jour, précise la présidente. Ça fait beaucoup quand même, rétorque-t-il, dans ce qui semble être un trait d'humour. Pourquoi une telle consommation ? J'aime bien le goût, j'aime bien la sensation, j'aime bien l'odeur du produit, mais ça ne me faisait rien de particulier. Voilà, les connaisseurs qui disaient que ça faisait plus rien pour lui. La présidente s'étonne. Vous avez dit que ça contribuait à votre apaisement. Vous étiez quelqu'un de speed. Ça permettait de faire descendre la pression, relève-t-elle. Oui, mais bon, je l'ai jamais trop ressenti vraiment, réaffirme l'accusé, reconnaissant toutefois que cette consommation avait un coût extrêmement élevé. Ben oui, tu m'étonnes. Il estime que sa consommation lui coûtait entre 400 et 500 euros par mois, alors qu'il touchait un salaire de 1500 euros. Tu m'étonnes que c'était Delphine qui payait les traites de la maison. Je ponctionnais dans le salaire de Delphine. Putain, il avoue lui-même. Dans les comptes des petits. Et au début du mois, je remettais les sous, détaille-t-il. Tu vois, ben, excuse-moi. Tu dis que tu ressens rien, ça c'est un comportement d'addict. Hein. Tu vas jusqu'à voler l'argent de tes propres enfants pour pouvoir consommer. Hélène Ratino, la présidente, poursuit son interrogatoire d'une voix posée et lui demande les dates de naissance de ses enfants. Et il répond sans hésiter pour sa fille comme pour son fils. Comment vous pourriez vous définir, demande-t-elle, pour conclure ces questions ? Quelqu'un de simple, extravagant, de temps en temps, j'aime bien prendre la place et j'aime bien donner mon avis sur tout, répond Cédric Jubilard d'un trait, dans ton calme mais rapide. Les deux avocats généraux l'interrogent tour à tour. L'un d'eux note que on le dépeint comme un éternel adolescent, ce qui peut être sympathique, mais on peut avoir une vision de vous, de quelqu'un qui n'est pas toujours dans la sincérité, plus dans l'exagération. Non, pas du tout, répond Cédric Jubilard. Vous voyez bien que vous aimez apparaître, vous montrer, insiste le magistrat. J'aime bien faire des blagues, reconnaît-il simplement. Maître Laurent Boguet, qui représente les enfants du couple, Jubilard, demande à l'accusé pourquoi il est resté si silencieux vis-à-vis d'eux. Je leur ai écrit, mais je n'ai jamais eu de réponse, répond l'accusé, visiblement agacé. Mais c'est vous l'adulte, bien joué. Mais c'est vous l'adulte, insiste l'avocat de partie civile. J'ai cessé d'écrire, c'est vrai, pendant 1 an. J'ai envoyé un courrier au début du mois et j'en referai un autre le mois prochain, précise Cédric. Mais fais passer un message, là, à tes enfants. T'es filmé, t'es enregistré, là. Fais-leur passer un message. Il a raison, l'avocat, c'est lui l'adulte. Et c'est eux qui ont perdu mère et père cette nuit-là. L'avocat l'interroge ensuite sur les difficultés financières du couple. De 2015 à 2019, vous vous faites systématiquement ratatiner par le fisc. Vous ne payez pas la taxe foncière ni la taxe d'habitation et c'est sur le compte de Delphine que les intérêts tombent, lance-t-il. Je savais pas, répond Cédric Jubilard calmement. J'entends la réponse, mais j'ai du mal à le croire, s'agace l'avocat qui insiste pour avoir des explications. Elle me demandait une somme et je donnais ce que je pouvais, du liquide, affirme le trentenaire, laconique. Merci beaucoup pour le sub, Mr. H. Contente de te revoir, contente de vous revoir aussi et de vous retrouver pour cette affaire. On continue. La présidente reprend la parole. Vous aviez fait un peu plus de 4 ans et 4 mois de détention. Pardon, vous avez fait un peu plus de 4 ans et 3 mois de détention provisoire. Vous êtes placé à l'isolement depuis le début de votre mesure de détention. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre détention, l'interroge-t-elle. Cédric Jubilard explique qu'il alterne entre promenade et salle de muscu. Le soir, on discute avec les voisins, je regarde la télévision, ça dépend. Je lis de temps en temps des livres, détaille-t-il, faisant l'une des réponses les plus longues jusqu'ici. Dernièrement, il précise avoir lu un livre intitulé L'acceptation de soi. Non mais c'est bien, c'est bien. Je juge pas, attention. Donc il lit un livre qui s'appelle L'acceptation de soi. La présidente constate... Pardon. C'est pas drôle, en plus c'est bien, il faut qu'il lise. La présidente constate par ailleurs qu'il aime les romans policiers. Ah bon ? Oui, j'aime bien, c'est intriguant. C'est marrant, répond Cédric avec une certaine nonchalance. La présidente relève que son comportement en détention est qualifié de bon, adapté, respectueux, après des débuts difficiles puisqu'il a provoqué plusieurs incidents. Il a insulté les surveillants à plusieurs reprises, dévissé les ampoules de sa cellule, il a reconnu avoir eu des relations sexuelles lors d'un parloir avec l'une de ses petites amies, alors que ce n'était pas autorisé. Maître Laurent Boguet, avocat des parties civiles, cite plusieurs propos... je les emmerde, ces petites fiottes, a-t-il déclaré, se demandant sur les surveillants si les surveillants n'avaient pas un problème de virilité. À croire qu'ils se font violer par leurs femmes. Cédric, on était content là.
Acceptation de soi, tout ça là. Tu lis des livres. Mais non, il est fan de True Crime. Oui, apparemment. Bon. Il est super calme quand même pour quelqu'un qui risque la prison à vie. Il me semble qu'il risque pas la prison à vie, je crois. Je crois le max pour un meurtre, c'est 20 ans. Hein. Il en a déjà fait 4. Et il peut sortir, je pense, même avant, s'il a une réduction de peine, s'il se comporte bien. Continue. C'est du lourd. Non, mais c'est lunaire, là, ce qu'on lit. Donc, ils ont un problème de virilité, à croire qu'ils se font violer par leur femme. La parole est donnée à la défense. Maître Alexandre Martin s'indigne des conditions de détention drastiques imposées à son client. Le seul traitement comparable... J'ai trop mal à la gorge. Comme ils ont refait la peinture et tout, là. Ils l'ont pas fait dans cette pièce, mais je sens l'odeur, c'est horrible. Le seul traitement comparable à celui de Cédric Jubilard, c'est celui d'Abdeslam. Ce qu'il a subi en détention, c'est honteux en style. C'est qui Abdeslam? J'ai pas la ref. Il s'agace par ailleurs que certaines personnes critiquent sur Twitter. C'est peut-être qu'en 2020 ça s'appelait Twitter, mais aujourd'hui ça s'appelle X. Bon, quoique, c'est quand qu'ils ont changé le nom? Je sais même pas. Il a dit que la prison c'était le Club Med. Ah ben putain. Bah écoute, reste là-bas à vie alors. Le survêtement arboré par, ça y est, je suis fatiguée, par Cédric Jubilard pour son premier jour d'audience. Il est agacé que certaines personnes critiquent sur Twitter le survêt qu'il porte pour son premier jour d'audience. Attendez, on va aller chercher le survêt en question. Voilà, c'est ça. Les gens sur Twitter, ils ont critiqué ça, quoi. Et lui, ça l'agace. Putain, mais il a le sourire et tout, quoi. Mais Cédric... Non, mais si t'es... franchement, si t'es bien, tu nous le dis, hein. Au pire, franchement, à ce niveau, au pire, avoue le crime. Comme ça, tu restes là-bas, t'as l'air de passer un bon moment. Abdeslam, c'est les attentats du 13 novembre. Ok. Le Bataclan. Salah Abdeslam, ok, c'est lui, oui. Bois un coup, ouais, c'est vrai, j'ai l'eau devant moi, je bois même pas. De toute façon, on a fini là, les amis, on a fini. Du coup, il est pas content. Voilà, on critique son survêt. Alexandre Martin affirme lui avoir apporté un pull, mais qu'il a refusé car la couleur ne lui convenait pas. Non mais c'est spécial, hein. Non mais franchement, les accusés de Mazan peuvent aller s'asseoir. On est sur quelqu'un qui est dans le show quand même un petit peu là. En termes d'excuses, non, mais en termes de... Putain, carrément, je me décoiffe, mais... en termes de show, ça y va, c'est un ado retardé. Franchement, frérot, calme-ouette, quoi. C'est qu'il est pas ouf son survêt. Ben, moi, je dis... C'est pas mal, en survêtement, mais t'es quand même au tribunal, t'es accusé du meurtre de ta femme. Mets le pull que ton avocat t'a ramené, quand même. Le mec est dans la provoque et se prend pour un... Mais en fait, le truc, c'est que là, ouais, en fait... moi-même, je trouve ça déplacé qu'il parle de ça. En vrai de vrai. Là, on en rigole et tout ce que vous voulez, mais c'est super déplacé de parler du fait que les gens critiquent son survêtement sur Twitter. Tu es accusé du meurtre de ta femme. Tes enfants vont lire tout ça. Tes gosses, ce que t'as fait avec elle. Franchement, c'est lunaire. L'interrogatoire de personnalité de l'accusé de 38 ans s'achève là-dessus. L'audience est suspendue, elle reprend à demain. À demain, Juliette. Merci pour les travaux. Franchement, c'est lunaire. Hein. Franchement, on s'arrête sur ça. Non, mais c'est trop. Franchement. Culot, open de guillemets, ouais. Franchement, ouais, franchement, j'en ai rigolé, mais en vrai, c'est chaud. Je vous jure, c'est chaud. Sa consommation a cravé le cerveau, c'est pas possible. Non, mais apparemment, ça lui faisait rien. Non, là, franchement, là, hein. En plus, là, on parle de l'enquête de personnalité. On a parlé de son enfance. Il a parlé de la maltraitance. Fallait rester sur ça. Pourquoi t'es parti nous chercher les critiques de Twitter sur ton survêt? Pourquoi faire? Et en plus, vraiment souligner le fait que mon avocat, il m'a apporté un pull et en fait, je veux pas parce que la couleur me va pas. Continue à alimenter notre empathie. Qu'est-ce que tu fais? Sociopathie. Franchement, peut-être, j'en sais rien. Après, il va y avoir un psychologue qui va venir témoigner, évidemment, mais il va peut-être nous dire des choses qu'on ne sait pas. Mais franchement, c'est lunaire. Hein.
Ouais, j'en finis sur un truc, là. Depuis le début, il fait des sourires narquois, il flex, il est trop content d'avoir fait le crime parfait. Mais pas si parfait, puisqu'aujourd'hui, on est en train d'assister à son procès. Donc, quelque part, c'est que c'est pas si parfait que ça. Il a peut-être bien caché le corps, mais en tout cas, lui, il s'est fait épingler. En effet, avoir accès à X en prison, je comprends pas, en fait. Oui, mais franchement, oui, je sais. Ils ont tous des téléphones, hein, on va pas se le cacher. Hein. Merci Juliette, merci beaucoup Juliette Compion et qu'on retrouve demain. Franchement, je suis ravie. D'ailleurs, si parce que Albi c'est pas très loin de chez moi, enfin pas très loin, il y a une petite trotte, mais si j'assiste à un jour de procès, j'aimerais bien la rencontrer. En fait, lui passer le message. Mais non, en vrai, enfin, merci à elle et merci aux journalistes qui couvrent ce genre de choses et merci à vous en vrai aussi. D'être avec moi parce que je vous ai déjà dit, hein, comme avec Mazan, un petit peu, je pourrais sûrement pas passer autant de temps à aller dans les détails si vous étiez pas là. Vous êtes 200 sur YouTube. Hein. Vous êtes des fous. Vous êtes 60 sur Twitch. Et ça fait quand même, ça fait quand même beaucoup de gens dans ma chambre. Sortez de ma chambre. Non, ça fait beaucoup de personnes qui s'intéressent et qui prennent le temps de regarder dans les détails. Et moi, je vous ai dit vraiment le plus important là, c'est qu'on donne la voix à ceux qui n'en ont pas. Et là, en l'occurrence, celle qui n'en a pas, c'est Delphine. Et j'espère vraiment qu'il y aura un dénouement pour toute cette affaire. C'est ça le plus important. Cédric, je sais pas à quoi il joue, je sais pas s'il veut nous faire rire ou j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, on veut juste comprendre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vérité. On n'est pas non plus ici pour le culpabiliser ou présomption d'innocence. Enfin, aussi, il y a la présomption d'innocence, mais c'est pas notre travail de le jeter en pâture non plus. Nous, on veut comprendre et on veut la vérité. Et franchement, j'espère qu'on l'aura. Mais en fait, le truc, c'est que, bon, déjà, il a passé 4 ans en détention provisoire et il n'a pas craqué s'il avait quelque chose à dire. Et s'il avait quelque chose à dire et qu'il n'a pas craqué, c'est que sûrement son cerveau lui permet d'avoir la force mentale de continuer comme ça. Donc je ne pense pas que le procès sera non plus révélateur de quelque chose. C'est-à-dire qu'il va pas... Même là, il a clamé son innocence malgré tout, hein, alors qu'il aurait très bien pu... Parce que franchement, pour moi, là, il a l'air de passer un bon moment. Hein. Donc tant qu'à faire, frérot, donne-nous du show. Donne-nous du show et vas-y, dis ouais, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-le. Si vraiment tu veux du show, va jusqu'au bout de ta réflexion. Il est là pour le spectacle ou quoi ? Ben, s'il est là pour le spectacle, vas-y, donne-nous du spectacle. Mais avec la vérité. Parce que là, très honnêtement, je sens quand même un peu de manque de respect vis-à-vis de la mémoire de Delphine. Et ça, et même vis-à-vis de ses enfants, de ses parents, de ses amis. On parle quand même d'un être humain, quoi. Je pense que c'est l'attention qui l'amuse. Après, en vrai, il voulait de l'attention, je sais pas. Fais autre chose. Fais quelque chose de bien. Cédric Superstar. Putain, on va l'appeler comme ça maintenant. On est là. Ben, merci d'être là. Pipa youtubeuse du jour. Merci les amis, en vrai. Hein. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour les subs. Merci beaucoup. Vous assurez. Sur YouTube, vous pouvez sub, je crois aussi, mais je sais même pas c'est où. Vous pouvez super chat, tout ça, là. En bref, vous faites votre affaire. De toute façon, vous êtes là, on est là, et c'est très bien. C'est mort, il dira rien. Le seul truc, ce sera de libérer ses enfants. Il n'en a rien à faire d'eux, ça se voit. Ça aussi, c'est horrible. Franchement, là aussi, c'est vrai, d'apprendre qu'il n'écrit pas tant que ça à ses enfants, et qu'en plus, il est là. Non, mais ils me répondent pas. S'il te plaît. Tu es l'adulte et même tu ne coupes pas le lien. Le magicien comme il se fait nommer en prison. Ça aussi, tu vois. Il aurait pu rester... S'il était innocent, il aurait pu ne pas faire passer ce message-là comme quoi c'est le magicien, etc. quoi. Le fait qu'il ait voulu qu'on le surnomme comme ça, mais c'est un bizarre. C'est un manque de respect. Comment t'as des frères, t'as des sœurs, t'as des amis, t'as des enfants, ils attendent le retour de maman. Et toi, tu dis, ouais, c'est moi le magicien. Un peu de respect. T'as épousé cette femme en plus. C'est pas comme... Je veux dire, c'est pas comme si tu la connaissais pas, même s'il la connaîtrait pas, ça serait horrible. Mais franchement, son but, c'est de sortir libre et de demander une compensation pour les années de prison. Franchement, ça serait pompon sur la Garonne. Hein. Petit work pour détendre l'atmosphère.
Un maximum de twerk dans le chat. Ah là là, les amis, il est quelle heure? Il est presque 22h30. En vrai, il est encore tôt, mais je vais pas vous cacher, les amis. Je suis exténuée, je crève la dalle. J'ai très faim. J'ai pas mangé depuis midi. Et j'ai bien mangé, j'ai mangé des épinards. Regardez-moi maintenant, je mange bien et tout. De toute façon, on se dit demain, hein. Tu reprends la journée de demain en live demain soir. Ouah, ça a fait 6 tours dans ma tête pour que je comprenne. Oui, la journée de demain, on la voit en live dès que ça se finit, quoi. Comme aujourd'hui, pareil. On fait ça tous les jours. Hein. Jusqu'à qu'on n'en puisse plus. Tous ces éléments qui plaident dans sa culpabilité, c'est ouf. C'est vrai, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments, mais il n'y a pas de preuves tangibles. Parce qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de scène de crime. C'est ça qui aurait pu faire pencher vraiment la balance. Mais vraiment, là, en fait, ça me surprend que son attitude n'ait pas changé. Parce que quand je vous ai fait la vidéo avec les éléments que j'avais avant le procès, je me suis dit peut-être, il s'est dit bon, allez, c'est le procès, on va se calmer. Pas du tout. On se voit demain pour la suite, bien sûr, les amis. Même heure, même endroit. Le procès dure 1 mois, si j'ai bien compris, c'est ça. Et il y a une 20aine de journées d'audience. Après, c'est normal, franchement. Je me disais, mais 1 mois, qu'est-ce qu'ils vont faire en 1 mois? Mais il y a 60 témoignages à faire. Hein. Même si ce n'est pas lui, il sera tout de même condamné, c'est une évidence. Je pense aussi. Moi, je pense pas qu'il va s'en sortir indemne. Je pense pas qu'il va être innocenté. Et peut-être qu'il n'aura pas la peine maximale, mais à mon avis, il va être déclaré. C'est mon avis, après. Combien? 60? Ouais, il y a 60 témoins qui vont passer à la barre, donc ça fait beaucoup. Après, il y a la famille, il y a les experts, il y a les psys, il y a tout. Il y a les enquêteurs, ça fait du monde. Hein. Mais après, c'est une affaire. Rappelez-vous, Mazan, ça a duré 4 mois, il y avait 50 accusés. Là, il y a un mec. Hein. Un marathon pour Pipa. Bah, c'est pour... Moi, je vous ai dit, hein, moi, je vais essayer de faire au mieux pour le traiter pendant ce mois-là. Je vais même essayer de me rendre sur place un jour, vous inquiétez pas. Je vous ferai le soir ou je verrai comment je fais. Non, je peux pas faire de live, j'imagine. Live Twitch en salle d'audience. Salut les amis. Non, je verrai comment je fais. Mais ouais. Ça se peut qu'il craque. Franchement, en 4 ans, il a pas craqué. Aujourd'hui, il nous refait le show. Moi, je dis ça pue du cul, il va pas le faire. J'ignore s'il est coupable ou non coupable, il sera condamné. Moi aussi. Je l'ignore. Et je vous ai dit, la proba qu'il est coupable, elle est immense. Elle est grosse. Elle est big. La proba qu'elle soit non coupable, elle est petite, mais je ne l'exclus pas. Parce que, voilà, parce que tout n'est pas tout noir et tout blanc. On n'a pas de réelles preuves tangibles, donc je ne l'exclus pas. Mais quand il fait des trucs comme ça, franchement, c'est... Le mois suivant, c'est Lola. Je sais que les enfants, c'est dur, mais bon, je vais essayer, les amis. Mais franchement, vous êtes beaucoup à me le demander, donc je vais le faire. De toute façon, si j'ai pu faire le square neck, en vrai de vrai... Tu verras peut-être Juliette quand tu iras. Bah ouais, hein. Maybe, hein. Ma star, wesh. La queen. Comment ça lui parler comme ça, être là madame, s'il vous plaît. Un peu de tenue. Trop froid pour craquer, peut-être. Moi aussi, je pense qu'il est trop froid pour craquer. J'attends le milieu du procès pour me faire mon idée. Ouais, moi, j'attends de voir plus de choses, plus de preuves. Pour après, voilà, c'est pas nous qui allons le déclarer coupable, mais on peut avoir notre opinion hein, sur l'affaire. De toute façon, on est là pour ça. Hein.